Messieurs, une affiche historique des années 80-90, Detroit Pistons, Chicago Bulls. C'est ce jeudi 19 janvier du côté de l'hôtel Accor, dans l'Accor Hotel Arena plutôt, c'est mieux comme ça. Et on vous montre la bande-annonce et on en discute ensuite. Ce jeudi, du côté donc, de l'Accor Hotel Arena, la NBA arrive à Paris, un gros événement. On attendait ça depuis quelques années. C'est la 3e édition depuis le retour de la NBA, enfin pas en Europe, mais à Paris. Quand on parle de Chicago, justement, et de Détroit, Angelo, à quel souvenir ça peut faire référence, ce type d'affiche ? Ça, c'est les affiches pour notre génération, les vieux briscards comme nous, c'est les meilleures affiches. C'est celles qu'on aimerait avoir de nouveau. Alors, on a des petits débuts de rivalité qui se créent. On a, si tu veux, des affiches qui sont alléchantes. Mais le problème, c'est que la culture du jeu a changé. Donc, le jeu proposé sera forcément différent. Donc, c'est une autre époque. Tu parles d'un temps révolu. Okay. Mais c'est des sacrés souvenirs. Ouais. L'ambiance un petit peu Bad Boys de l'époque face à Jordan, hein, les années 80-90. Fred, t'as connu. Là, on n'est plus du tout là-dedans hein, quand on évoque cette affiche. Hein. Non, on n'est plus du tout là-dedans. Mais en fait, quand je pense à cette affiche, je pense à Isaiah Thomas. Et je me dis que peut-être à cause de cette affiche et à cause de cette rivalité, il n'avait pas fait partie de la Dream Team. Donc je trouve ça un peu surprenant. En tous les cas, c'est ce qui se dit beaucoup, que sa mésentente avec Jordan a démarré un peu là. Et c'est vrai qu'un joueur aussi incroyable, c'est dommage pour lui. Mais en revenant à ta question initiale, ça n'a plus rien à voir. Les bad boys, c'est fini. De toute façon, la NBA ne veut plus de bad boys. Ils sont quasiment tout pour l'attaque. On en parlait la semaine dernière. Tout pour l'attaque, c'est parce que le show prime, parce qu'ils ont besoin de montrer des très belles actions. Et la dureté défensive des bad boys de l'époque, je ne suis pas sûr qu'elle ne ferait pas un peu tâche quand même. Tu seras au match ? Je serai au match. Tu as la chance de pouvoir assister au match. Justement, oui, je me suis déguisé en cheerleaders, en bleu. D'ailleurs, c'est pour ça que... Bravo, on va observer ça de près. Et puis on fera tourner sur les réseaux sociaux d'ailleurs. À quel type de match tu t'attends du coup ? Est-ce que, bon, on est quand même intéressé par l'avenue de Killian Hayes et des Pistons qui cherchent justement à lancer une nouvelle génération face à des Bulls un petit peu irréguliers. À quoi t'attendre sur ce match-là ? Honnêtement, c'est difficile. Je ne sais pas si la qualité du spectacle est ce qui m'importe le plus dans ça. Moi, ce qui m'importe, c'est encore une fois, c'est que la NBA se déplace à Paris, qu'elle mette des matchs ici, qu'on voit l'engouement des Français et on se rend compte que l'engouement il est incroyable pour la NBA et ça, c'est un énorme plaisir. Ensuite, voir ces jeunes joueurs aussi de Détroit, c'est hyper intéressant. Zach LaVine, ça va être aussi intéressant, mais lui aussi, il est un petit peu irrégulier. Ouais. Moi, ce qui me manque, c'est DeMar DeRozan, parce que c'est le joueur absolu pour moi, pour un joueur des années 80, 90, parce que le shoot à 2 points qui a quasiment disparu de la NBA moderne, lui, il le maîtrise sur le bout des doigts. Donc, je m'attends à un match de saison régulière classique, parce que je pense qu'il n'y aura rien de plus, mais à Paris, et qu'est-ce que ça fait plaisir. Plus de qualité sur le terrain que la saison passée également. D'accord. Ah oui. Plus de talent qualité, plus de talent, plus de qualité de joueurs. Déjà d'avoir DeRozan, LaVine. DeRozan, il joue pas. Bah, malheureusement, il voyage, mais si tu veux, il ne sera pas sur le terrain malheureusement. Mais si tu veux, c'est ça le... Vucevic aussi, hein. Vucevic. Et puis surtout, les Bulls sont encore en position pour la post-season. C'est-à-dire qu'eux, ils sont sur la dernière place qualificative pour les play-in, donc c'est un match important pour eux. C'est un match de saison régulière. Juste pour revenir sur un truc, il y a Ball qui se déplace alors qu'il ne pourra pas jouer. Comme quoi, c'est quand même important en termes d'affiches, en termes d'image pour la NBA aussi. Et c'est bon signe pour la France. Lonzo Ball, hein, pour ceux qui connaissent bien sûr, et non pas la Melo Ball qui joue du côté des Hornets. Melvin, tu as rencontré Killian Hayes, hein, qui sera un peu le régional de l'étape, hein, le Français qui va jouer devant son public. Il t'a fait part un peu justement de son émotion et de sa joie, même de jouer avec le maillot des Pistons en France. Est-ce que tu peux nous retranscrire un peu le contenu de ton interview avec Killian ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Oui, je l'ai vu quand il gagne au buzzer au Chase Center il y a à peu près 10 jours. Et c'est vrai que quand je lui ai posé la question, c'était pas juste s'il était content de venir jouer à Paris, mais c'était plus de savoir s'il était content et s'il réalisait qu'il allait jouer à Paris un match NBA, mais également être titulaire pour une franchise alors qu'il joue le meilleur basket de sa saison. Et c'est vrai que pour lui, c'est une expérience qui va être à part, comme vous le voyez, ça va être lourd, hein, mes amis et ma famille en France, etc. On sent qu'il est vraiment hypé, pour prendre une expression à la mode, par sa présence en France. Je te laisse reprendre.
Bien sûr, ouais, c'est vrai que depuis qu'il est revenu de sa suspension, il tourne à près de 15 points par match, 8 passes, il est à 48-46% au tir, donc c'est vraiment le moment idéal pour lui et j'espère qu'il va faire un gros match. Un mot sur Kylian, on le sent beaucoup mieux, hein, comme le dit Melvin depuis quelques sorties. Le passage en France, comme ça, quand on prend un peu d'amour et quand on prend un peu d'exposition, ça peut complètement l'aider à continuer sur sa lancée. Hein. Oui, bien sûr. Et puis on en avait parlé. Moi, j'étais déjà un grand défenseur de Kylian à la base. Hein. J'avais relativisé sur sa mauvaise passe actuelle. Il fallait croire dans le gamin. Il a le talent. Il a surtout, on va dire, enfin pris le pli qu'il avait besoin de prendre au sein de cette franchise parce qu'il était sur un courant alternatif. Il avait montré de belles choses. Puis après, il y a eu de la draft, comme on l'avait expliqué, où les Pistons ont pris les meilleurs joueurs disponibles qui se retrouvaient sur son poste. Maintenant qu'il y a eu, one man down, one man up, donc il a saisi l'opportunité. Le leader tombe, il a eu plus d'opportunités, il a saisi sa chance, il est productif et il gagne du crédit. C'est-à-dire que maintenant, pour la saison prochaine, il ne va pas redémarrer avec un statut où on se demande est-ce qu'on peut compter sur lui ou pas. Ils vont essayer de capitaliser. Est-ce que ce sera un rôle 6e homme? Est-ce qu'ils vont le mettre dans le 5 en compagnie de Kate Cunningham. Je pense que ce sera moins un rôle de 6e homme de luxe et qu'ils vont garder. Encore beaucoup de chemin pour justement c'est hyper intéressant répondre à ces questions. D'être 6e homme. Ouais. Ça serait un peu le leader de cette seconde unit et c'est hyper intéressant parce que ça veut dire que tu as quand même confiance en lui. C'est-à-dire qu'en gros, tu commences avec ton 5 majeur, évidemment, mais la première rotation, ça peut être lui. Et puis tu as plus de tickets. Directement, tu as vu le match se dérouler sous tes yeux, tu prends un petit peu ce qui se passe, tu es productif tout de suite parce que tu as vu comment ça se passait. C'est hyper intéressant. Puis on sait qu'il a besoin de la balle dans les mains. C'est ça qui lui permet d'être performant. On a vu les problèmes avec Evan Fournier quand il est arrivé au Knicks. Il est dans un profil de jeu où il ne peut plus vraiment. Il sera responsabilisé en sortant Exactement. En ayant les responsabilités du jeu en attaque. Exactement. Ce qui est intéressant aussi par rapport à Kylian, mais on se projette un peu, hein, les Jeux arrivent très vite, hein, les Jeux Olympiques. Il prend peut-être date aussi. On avait compris quand tu avais dit les Jeux. Les Jeux de la farfouille à côté. Je précise un peu, peut-être qu'il prend date aussi avec le public parisien et la France entière. Puis il prend date avec le staff de l'équipe de France. Exactement. Il prend date avec le staff de l'équipe de France. C'était pas forcément le premier sur la liste à la base. Puis il y a eu l'imbroglio. Il y a eu une problématique aussi. Il avait refusé d'aller en équipe de France. Ça avait été un petit peu compliqué. Il y a eu l'imbroglio Thomas Hurtel qui a accéléré un petit peu le processus de réflexion où on se dit, comment on s'adapte. À voir, mais il peut se remettre en tout cas. En tout cas, un meneur de qualité, c'est toujours intéressant pour la France. On en manque toujours, et un meneur de qualité qui a l'expérience NBA, qui a confiance dans sa franchise, c'est plutôt intéressant. Alors, ce qui est intéressant, c'est la Basketball Africa League qui était à Paris ces 2 derniers jours, du 15 au 16 janvier, pour promouvoir bien sûr la plateforme du basket et le basket de manière générale, le basket africain dans le monde, et puis également réunir les 30 meilleurs prospects pour leur permettre d'accrocher un spot de la Basketball Africa League, donc ces équipes et cette ligue qui réunit les meilleures nations africaines. J'ai eu la chance d'aller voir un petit peu ce qui s'y passe et de rencontrer quelques joueurs. On va déjà vous mettre dans l'ambiance de cet événement et ensuite on en discute. Top racks out here hustling, yeah, we get it. Stacks on top of stacks, y'all just talking, yeah, we live it. You see them diamonds, shining all that drip, got you living. They say they gon' run up on the boy, little bitch, you got shit twisted. Yeah, all y'all can get it. Rich boys is back, ho. Money all on stack, though. Pitch shit right out the bando. We just pullin' string like a banjo. Real niggas getting all the bands, though. Fuck you got open hands, folk. Real bosses get it tenfold, yeah. Voilà, quelques images d'ambiance tournées par Nathan Lingua. Alors, on réexplique un peu la Basketball Africa League. Donc, l'assemblage des meilleures nations africaines, un peu comme la NBA pour les États-Unis et l'Euroleague pour l'Europe, se disputent donc le titre continental. Et le produit que vous venez de voir, c'était un combine pour justement permettre aux joueurs d'être exposés et d'intégrer donc ces franchises
pour cette compétition qui va démarrer dans quelques mois. Petite question à Fred, qui connaît le basket international comme personne ici. Quand on parle de basket africain et de l'évolution du basket africain, où est-ce qu'on en est aujourd'hui par rapport à les époques d'Ikembe Mutombo ou Hakeem Olajuwon? Déjà, le continent africain fournit beaucoup de joueurs. Ça, c'est une évidence. C'est même bête de le dire parce que tout le monde le sait. Mais on a l'impression que ça ne progresse pas forcément dans les équipes nationales. D'accord. On a l'impression qu'il y a eu pas mal de problèmes de non-paiement. C'était quel pays? Mali. Oui, voilà, ça a été assez compliqué. Il y a eu pas mal de problématiques par rapport à ça. Le Cameroun. Et c'est vrai qu'on se dit, ce continent, il a juste les meilleurs athlètes du monde. Concrètement, on ne va pas se mentir, on ne va pas dire des conneries. Ce n'est pas les Grecs, les meilleurs athlètes du monde, c'est clairement les Africains, pour citer que les Grecs. Mais concrètement, on sait qu'il y a de quoi faire, mais on a l'impression que c'est très compliqué de mettre en place. Et le fait que la NBA impose son modèle, je me dis que ça peut-être aider à structurer encore mieux et qu'on ait vraiment ce qu'on attend de ce continent qui a un potentiel énorme, évidemment. La NBA, Melvin, avec toi, on sait que le marché africain, c'est un territoire sportif et de marque intéressant pour la NBA. Collaboration de la BAL et de la NBA pour que le produit existe. Comment on voit l'évolution du basket africain et de ses représentants à travers Joel Embiid et Pascal Siakam, mais j'en oublie. Comment on voit un peu l'évolution du basket africain? Embiid, il est français, pardon. Là, je suis désolé, monsieur. Il est français, encore camerounais et presque américain. Il est compliqué à suivre. Bref, comment on voit l'évolution du basket africain de votre point de vue, du point de vue américain? Je pense que du point de vue de la NBA, ça a été un peu une découverte parce que c'est vrai que jusqu'à présent, on avait souvent deux bons joueurs. Tu as nommé Dikembe Mutombo, tu as nommé Olajuwon, évidemment Embiid. Et je pense que maintenant, on se rend compte, ou en tout cas le fan lambda se rend compte qu'il y a vraiment un vivier en Afrique. Aujourd'hui, il y a 8 pays qui sont représentés. Il y a à peu près entre 15 et 20 joueurs africains en NBA. Donc, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Est-ce qu'il y a du respect qui s'instaure un peu plus? Oui et non, je pense que ça, c'est plus au cas par cas. Je pense que quand on voit des joueurs, on a nommé Joel Embiid qui est dans la course au MVP, forcément, il y a du respect. Fred parlait des Grecs. Giannis n'est pas africain, mais il a des origines nigérianes, donc il y a aussi ça qui joue. Mais après, tu as quand même aussi, on se rappelle de l'épisode de Waldeng, où il y a quand même toujours des visions un peu de l'Africain qui va être fainéant, qui va pas être travailleur. Et ça reste quand même un peu dans j'ai envie de dire, dans l'imaginaire populaire aux États-Unis, un peu comme il y avait l'Européen qui était soft. Et ça, je pense que ça va quand même prendre un peu de temps avant que ça se dissipe. Angelo, l'Afrique et le basket, toi tu le vois de l'intérieur, tu opères aussi sur le basketball 3-3, et notamment en Afrique dans le développement des joueurs, de la structuration aussi de ce produit. Des équipes nationales. Comment tu perçois, toi, de l'intérieur, le développement structurel du basket africain? C'est un continent à multiples vitesses. Tu as une boîte de vitesse à 25 vitesses. C'est vraiment le cas. Il y a des nations motrices, il y a des nations qui ont vraiment à cœur de développer le basket, le sport de manière globale, qui ont aussi des vrais programmes de développement individuel. Je vois par exemple comment l'Égypte utilise le 3-3 pour développer ses joueurs. Les U21, les U23, filles, garçons, j'ai vu les U18. Il y a vraiment un vrai potentiel, il y a un futur brillant, c'est quantitatif, il y a du jeu, il y a du talent, ça pue le basket et c'est vraiment encourageant. Puis il y a d'autres nations. L'encadrement existe, est-ce que il y a une volonté, les principes pédagogiques, etc. Il y a des moyens qui sont développés pour ça? Exactement, le basket 3-3 est leur, on va dire, outil préféré parce que c'est à une échelle moindre, ça demande des budgets moindres également, mais ça permet aussi de laisser le talent pur de ces joueurs et de ces joueuses s'exprimer. Le vrai problème, c'est que je peux vous mentionner les quelques nations motrices, mais je peux vous mentionner les 3/4 des nations qui, pour l'instant, n'existent encore pas. Que ce soit dans le basket 3-3 ou dans le basket 5-5. Et c'est ça vraiment le problème. On a eu beaucoup, et on a cette chance, nous, d'avoir un héritage malheureux, mais heureux pour le sport et la diaspora française, avec tous ces joueurs français qui retournent en Afrique pour la CAN, qui expriment tout le temps leur mécontentement, leur frustration, les salaires impayés, les primes non payées. Et le problème, et il faut être très pragmatique là-dessus, c'est pas juste rare.
c'est répandu. C'est pour ça que je disais que ça ne progresse pas au niveau national. Il y a des joueurs qui sortent parce qu'ils partent tôt, ils vont faire des universités américaines, etc. Je pense au Nigeria où il y a beaucoup d'américano-nigériens et c'est vrai que ça aide beaucoup à structurer le Nigeria au niveau du basket. Mais c'est vrai qu'à l'intérieur même des pays, c'est compliqué. Parce que là, je repars en Afrique dans 2 semaines pour te dire, avec Drills justement, et Jean-Marc Aloumon que je salue. Là, on part au Togo. Et le Togo, le Bénin font partie de ces pays qui ont vraiment la volonté de développer leurs joueurs et de leur donner une opportunité justement d'avoir accès à un niveau plus élevé. Mais ça commence en profondeur. Il faut éduquer les coachs et toute une structure. Et ça demande tout un écosystème. C'est une question de politique, encore une fois. C'est la politique que tu choisis. Et ils ne choisissent pas forcément la politique du sport et voilà. de l'investissement sur les sites. Revenons sur la Basketball Africa League et son combine qui a fermé ses portes le 16 janvier dernier. Interview de leurs ambassadeurs qui étaient présents. Il y avait quand même du beau monde, Joachim Noah, Yann Maimi, Dwayne Wade. Je vous propose d'en écouter certains. You can find me with the bag gap. If it's heavy, man, I grab that. Talking like pennies, you can have that. Need paper like a man facts. Man, I'm getting dirty money like a backpack. On the road where the cab's at. True man grew up where the sav's at. On organise cet événement pour leur donner l'opportunité de voir un pool de talents et de pouvoir directement recruter. Et je pense qu'ils ont été tous très satisfaits parce qu'il y a eu un travail de longue haleine que nos équipes ont fait en collaboration avec nos collègues de la G-League pour ratisser large et trier jusqu'à en arriver à 30 joueurs. On regarde les joueurs qu'on a dans ce combine, ils viennent de partout. On regarde les coachs, les general managers de clubs, ils sont de partout. Donc on sait très bien que pour le développement de cette ligue africaine, on doit passer par des étapes comme Paris. Déjà, je suis très fier d'être ici à la Combine et voir la progression de la BAL dans ces 3 ans. Écoute, ça fait 3 ans maintenant que je suis à la retraite. Alors j'essaie vraiment de trouver quelque chose à faire parce que ça tournait un peu à la maison, ça commençait à être un peu difficile. Je suis super fier de faire partie de cette plateforme BAL et voir la progression du basket en Afrique. Une chose dont je suis sûr, c'est que le basket aujourd'hui africain est en train vraiment de monter en puissance. Cette plateforme nous donne une vraie opportunité. Et que les joueurs sachent qu'ils ne sont pas tout seuls. On n'est pas tout seul. Maintenant, la mentalité, c'est qu'on est ensemble et qu'on peut vraiment voir la progression grandir avec cette plateforme de la BAL. Allez, un sujet préparé par Nathan Lingua et Jean Lucien. Melvin, l'intérêt de cette plateforme, le Combine, on sait qu'aux États-Unis, c'est historiquement maintenant installé. Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi peut servir ce type d'événement pour exposer les joueurs? C'est exactement ça. Ça sert à exposer les joueurs. Je pense que c'est utilisé pour la draft NBA. Donc, évidemment, les scouts vous suivent pendant toute la saison. Mais si votre stock n'est pas très, très haut, vous pouvez participer au Combine pour vous montrer vers toutes les franchises NBA, vers les scouts. Et aussi montrer peut-être un aspect de votre jeu que vous n'avez pas eu l'occasion de montrer pendant la saison. Et donc là, je pense que c'était la même chose pour la Basketball Africa League. Et d'ailleurs, je suis curieux, Sylvain, question pour toi, du niveau qu'il y avait à ce Combine. Densité physique incroyable, les joueurs étaient tous prêts. Alors on s'y attendait forcément parce qu'il y a beaucoup d'athlètes africains, mais clairement capables de jouer aussi.
capable de jouer à 5 et capable de jouer sans ballon, de se déplacer, d'avoir une intelligence de jeu basket, très très élevée. Le fils de Dwayne Wade était présent, blessé pour la deuxième journée, mais en canne sur la première, capable de faire beaucoup de choses, forcément, quand on a un héritage paternel qui a fait énormément de choses en NBA, on sait jouer. Donc non, un vrai bon moment sur le plan du jeu, ça a été très très intéressant de découvrir des joueurs. Sylvain, tu sais, le Combine aussi, c'est une database qui se crée, parce qu'ils leur font faire tout un panel d'exercices. À l'université, en fait, toutes les universités aux États-Unis ont un petit peu le même processus, c'est-à-dire qu'on commence, on prend ta verticalité, ta vitesse, ton niveau de gras. T'imagines comment c'est simple après de mesurer les progressions? Exactement. C'est d'une simplicité absolue. Tu regardes, il sautait 67, il saute 69, il a gagné 2 cm. Enfin, c'est complètement, ça semble débile à expliquer, mais c'est tellement simple en fait pour eux. C'est une database, je suis complètement d'accord.